C'est une belle histoire qu'est venue nous conter Aurélie Schneider depuis la Guyane. Un membre de sa famille poussé à l'exode, une agression, une résurrection, une mémoire oubliée et une révélation inattendue. Le suspense est à son comble, alors laissez-vous transporter avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Aurélie. Merci. Bienvenue dans la vie de vos ancêtres, Aurélie. Ah oui. Qui vont nous permettre de mieux comprendre votre parcours. Hein? Et donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par la photo qu'il y a là. Oui. Ah oui. Ça, c'est la famille. Ça, c'est la famille, oui. C'est la famille. On commence par lui. Oui. Qui c'est, lui? Philippe Manoni. Philippe Manoni. Vous êtes de la famille Manoni, vous? Oui. Oui. Du côté de mon grand-père. Lui, c'est l'arrière. Alors, lui, c'est le grand-père de mon grand-père. Exactement. Voilà. Qui était à Fenj, à l'origine. Oui. Et qui, après, va arriver à Perocasevec. Où il va faire une maison, là-bas. Hein? Où il va s'installer. Et après, la famille va rester là-bas. Il va avoir 3 fils, lui. C'est ça. Dont lui? Dont Mathieu, oui. Mathieu. La photo est agrandie, j'ai été surprise en fait de la voir en si grand. Oui, ça c'est effectivement, c'est Pépé Mathieu, donc le père de mon grand-père, à l'époque où il était au lycée, avec son bel uniforme de Qu'est-ce qu'il a fait, lui? lycéen. Lui était là, il était lycéen à Bastia, et puis après il va rester à Perros, et il aura que des fils. Que des fils. Que des On le fils. voit d'ailleurs là, c'est encore lui là-bas, hein, je crois, hein, au Oui. milieu de... Avec un Alors, de ses frères, non? Avec un de ses frères à gauche, c'est Jean Fleur, c'est un de ses frères, dont il est resté assez proche, puisque les enfants de Jean Fleur, notamment un de ses fils, Philippe, je l'ai connu, et c'est lui qui m'a fait découvrir la montagne. Donc c'est la famille proche. Encore assez proche, effectivement, Encore assez proche. avec qui vous avez encore des relations. Bien sûr, oui. Le fils de lui, Oui, c'est mon grand-père. on va le retrouver là. Eh oui, on le retrouve là, tout bébé, tout petit dans les bras de sa mère. Dans les bras de sa mère, avec son père qui est derrière, avec sa belle moustache. Et donc c'est JB, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il va pas rester en Corse, lui, hein? Ah non, il va pas rester en Corse. Lui, il va partir après ses études, il va partir en Algérie. Mais il va pas faire toute sa carrière en Algérie, votre grand-père? Non, il va pas faire toute sa carrière en Algérie. Après, effectivement, avec les événements, voilà, comme on dit, les événements qui se passent, ils vont repartir en 67. Ouais. Et mon père va passer 1 an à Bastia, un petit peu tout seul, voilà, en stand-by pour finir son année scolaire. Et ensuite, ils vont partir à Évreux. Ils vont pas rentrer en Corse, finalement, et votre père va faire sa vie à Évreux, en fait, c'est ça? Voilà, c'est là qu'il rencontrera ma mère. Donc ce choix-là, de ne pas rentrer en Corse, fait qu'il a pu rencontrer ma mère. Et c'est... voilà. Ben oui, et vous allez arriver à un moment dans l'histoire. Voilà. Donc là, on a bien compris, c'est le côté masculin, et puis il y a lui aussi. Oui. Qui c'est cet homme-là, là? Alors lui, c'est Pépé Louis, c'est mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère. Donc on est côté Bruzzi. D'accord, côté Voilà. Bruzzi. Oui, donc de Vensolasque. C'est vous dans ses bras, là? Oui, c'est moi. Donc c'est un monsieur que vous avez connu, c'est votre arrière-grand-père, Oui. quand même. Effectivement, là, il est en maison de retraite à Vensolasque. C'est ça, il est dans cette maison de retraite où on allait le voir. Alors je m'en souviens pas parce que effectivement j'étais un petit peu petite, mais quand on venait l'été en Corse, on allait toujours le voir. Et j'ai cette photo que j'aime beaucoup avec mon frère qui s'est ouvert le crâne chez mes grands-parents cette année-là. C'était toute une histoire. Vous allez naître où, vous? Alors moi, je suis née à Ris-Orangis, donc à banlieue parisienne, parce que mes parents qui se rencontrent à Évreux vont à un moment décider de partir à La Réunion Ouais. pour le service militaire de mon père. Après, ils vont revenir en banlieue parisienne pour le travail. Et on va naître, donc mon frère à Paris et moi à Ris-Orangis en banlieue parisienne, avant de repartir sur Marseille. D'accord. Et on va les retrouver justement. Venez là, de l'autre côté. Ah oui. En Corse. C'était Oui. obligé de venir en Corse? Quasiment. Passage obligé, tous les ans, ouais? Quasiment tous les ans, oui, oui. Mes grands-parents, même s'ils enseignaient toujours à Évreux, ils venaient l'été en Corse. Et nous, on venait soit l'été,
soit à Noël, ça dépendait, mais à chaque fois en été, moi tous mes souvenirs de vacances en Corse, c'était plus la montagne que la plage. Ben oui, je vois, randonnée, tout équipé. Oui. Dites-moi quand même quelques mots sur vos parents quand même. On va commencer avec le papa, Manon, et Pierre. Oui, ah bah lui, Pierre, mon papa, il est toujours très attaché à la Corse. Et c'est vrai qu'il a toujours tenu à nous amener en Corse, voilà, à nous faire découvrir tout ce qui fait la Corse. Pour lui, c'était la montagne. Et son caractère? Corse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Aurélie? Ah, c'est un papa qui est sévère et juste, on va dire. Sévère et juste. Voilà, qui veut. Il a toujours voulu qu'on réussisse, mais qu'on fasse ce qu'on voulait. Et ça, je pense que c'est un luxe que pas beaucoup d'enfants ont. C'était faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. D'accord. Ça, c'est ce qu'il disait toujours aussi. Et votre maman? Et ma maman, alors ma maman, elle est d'origine guadeloupéenne. Elle est née en Guadeloupe et elle aussi, elle a été déracinée quelque part puisqu'elle est partie pour ses études en métropole, comme on dit. Et c'est là qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Et elle aussi, son caractère? On a toujours été très fusionnels. Ah ouais? On est coiffés pareil, ça me fait... Voilà, vous voyez comme on est coiffés pareil. On a toujours fait énormément de choses ensemble, très, très douces, très présentes pour ses enfants. Quand on était enfant, adolescent, elle faisait tout pour nous. Ah ouais? Elle faisait tout. Elle nous a fait passer même avant elle, quand on était enfant et adolescent. Donc cette enfance, finalement, vous êtes armés. Il y a de l'affection, il y a de l'amour, oui. Il y a de la confiance. On vous laisse faire ce que vous voulez, hein, condition que vous trouviez votre voie. Il faut trouver sa voie ouais. Et le faire bien. Et voilà, c'était la condition. Et pas automatiquement en rapport avec la Corse. On va voir donc ce que ça va donner, ça. Oui. On va pas le voir ici. On va voir dans une pièce. C'est par là que ça se passe. C'est par là. Allez, venez avec moi. Tout droit. Tout droit. Ouais, on va passer. Prenez place. On va commencer avec ça. Waouh, joli patchwork. Il y a beaucoup de choses dans cette photo. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette photo. Il y a mes débuts professionnels et il y a mon grand-père. C'est le petit garçon qu'on a vu tout à l'heure là-bas. C'est Jean-Baptiste, effectivement, Jean-Baptiste. Papou, hein, qui est là. Qui est là. Et j'ai fait un cursus scientifique au départ, au lycée. Et à un moment, en première, je vais voir mes parents, je leur dis non, je veux pas. Je veux plus faire de maths, je veux faire de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Et ils ont dit oui, vas-y. Mais pourquoi faire? Donc je leur ai dit, conservatrice du patrimoine, j'ai regardé, ça a l'air bien comme travail. Et du coup, je me suis lancée dans des études d'histoire de l'art d'abord, 2 ans, et une licence d'archéologie. Je décide à ce moment-là de faire mes chantiers de fouilles tous les ans en Corse. Donc je vais le faire 3 années d'affilée. Et les 3 fois, je vais chez mes grands-parents, et avec mon grand-père qui s'occupe de me réveiller tous les matins pour que je ne sois pas en retard quand je suis chez eux. Des fois, j'habite sur le lieu de la fouille, on alterne un peu. Vraie importance, Papou, hein. Oui. Vraie relation entre vous. C'était Oui. un monsieur... on n'a pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, donc autant en parler maintenant. Une vraie culture. Oui. Une vraie discrétion. C'est ça. Il savait énormément de choses, mais il ne faisait pas étalage. Il répondait quand on posait la question. Il était d'une gentillesse, d'une douceur. Et puis j'étais sa seule petite fille, j'étais
sa poupée, comme il disait. Et vous allez continuer dans les études, tant et si bien que vous allez passer le concours important. Oui, je décide de passer le concours de l'Institut national du patrimoine. Donc c'est ce concours pour avoir le grade, comme on dit, de conservateur du patrimoine. Et vous êtes nommé sur Paris. Et à Paris, il va y avoir quand même une rencontre. Voilà, effectivement. Il est debout, c'est le deuxième en partant de la gauche. Qui est pompier de Paris. Il y a un vrai coup de foudre entre vous, Oui. tant et si bien que, assez rapidement, il est évident que vous mariez. Oui, on va se marier. Avec votre époux, son prénom, j'ai oublié son prénom. Florent. Florent. Avec Florent, vous ne faites pas long feu finalement dans la capitale. Tant et si bien qu'un jour, il y a ça. Eh oui. Un article sur le sergent-chef Florent Schneider, parce que désormais vous ne vous appelez plus Manogne, on Non. a bien compris, mais il faut prendre le nom de famille de votre époux, Schneider, et le grand départ. C'est Vous ça. décidez de partir pour la Guyane. C'est lui qui a envie, c'est vous? Qu'est-ce qui... C'est lui au départ. C'est lui? Mon mari est très vite emballé et moi un peu moins au début. C'est loin, je connais pas la Guyane, je sais pas ce que c'est. Et puis, il y a ça. Il y a ça. Il y a Eh ça oui. qui vous revient en mémoire. Il y a ça qui me revient en mémoire avec ma grand-mère. Il y a ce tableau qui est important, effectivement, Eh oui. qui est dans la maison depuis tout le temps et auquel vous n'avez jamais trop fait attention, Non, finalement. j'y ai jamais fait attention. Alors que c'est marqué la Guyane en bas. Et on voit bien que c'est un tableau de Guyane et je ne me suis jamais posé la question pourquoi est-ce que dans cet appartement à Bastia, Ouais. il y a un tableau de la Guyane. Il y a des choses comme ça. Ben ouais. Et là commence à naître une histoire. Et c'est elle qui va vous raconter cette histoire. C'est comme Oui. ça. Et cette histoire, elle concerne Elle concerne Pépé. Pépé Louis, Oui, Pépé. celui qui est en maison de retraite à Vinsolasque. Pépé Louis, en fait, avant d'être ce vieux monsieur sage Mhm. dans cette voiture, ça a été lui. Ça a été lui. Et c'était un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, un gardien du bagne en Guyane. C'est-à-dire que très jeune, quand il a que quelques années, il décide de quitter la Corse, lui tout seul. Racontez-nous son histoire quand même. Alors, il postule une première fois, en 1921. Ça ne marche pas, on lui dit qu'il est trop jeune. Il voulait un poste dans la pénitentiaire, en Corse de préférence. Au départ, c'est ça. Et puis, il va repostuler parce que, en fait, le travail en Corse, il n'a pas vraiment de travail. Et en 1924, il devient fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, gardien du bagne. Et il part célibataire à l'époque, il est toujours pas marié. Et il part pour la Guyane, pour Saint-Laurent-du-Maroni, où il va être nommé au bagne en Guyane. Gardien du bagne. Et là-bas, il va faire effectivement sa carrière jusque... Alors, son mariage, entre-temps, donc 1928, pendant une de ses permissions, il demande l'autorisation d'épouser Mémé Virginie. Donc, il fait une demande au ministre des colonies et il doit même fournir un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs de Mémé Virginie signé par le maire de Vescovato. Voilà. Il l'épouse et il repart tout seul. Et là, justement, c'est là que l'aventure tourne au drame. Qu'est-ce qui se passe quand il retourne là-bas? Alors, il va retourner là-bas, tout seul. Il fait ce choix-là. Et puis, en 1934, alors qu'il est rentré de vacances à peine un an avant, eh bien, dans son poste aux îles du Salut, sur l'île Saint-Joseph, il va se faire agresser violemment par deux détenus qui veulent s'évader et qui vont lui défoncer le crâne à coups de marteau. Et Qui le laisse pour mort? Ah oui, Il le laisse complètement pour mort? Il le laisse pour mort, oui. Tant et si bien que en Corse, la rumeur se répand qu'il est mort, en fait, Oui. mon grand-père. J'ai même retrouvé des articles de journaux qui racontent cette tentative d'évasion en marquant le surveillant Louis Bruzzi décédé. Décédé. Sauf qu'il n'est pas mort. Non. Dieu soit loué, il n'est pas mort, il va mettre du temps à se remettre. Votre grand-mère, Mémé Virginie, sait qu'il n'est pas mort, donc elle ne porte pas le deuil. Oui. Et au village, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au village, tout le monde pense qu'elle a perdu l'esprit. Parce que, voilà, que le chagrin lui a fait perdre l'esprit, parce qu'elle ne porte pas le deuil, alors que tout le monde pense qu'il est mort.
Et elle est là avec ses 2 enfants à vivre et à attendre que son mari revienne. Et en fait, il va pouvoir rentrer. Revenir en Corse, oui. C'est cette partie de l'histoire, justement, que vous commencez à toucher du doigt, que vous allez retrouver là en Guyane, finalement. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Non. Parce que ça, c'est que le début que vous découvrez. Et la suite, on ne va pas en parler là. Ce que vous découvrez une fois que vous êtes en Guyane, on va en parler dans une autre pièce. D'accord. Allez, venez avec moi. Bienvenue en Guyane. Et la Guyane, quand vous arrivez, ouais, c'est ça, c'est pas tellement paradisiaque en fait, hein, quand vous arrivez en Guyane. Vous arrivez à Cayenne. On arrive à Cayenne, Ouais. aéroport de Cayenne, sous une pluie battante. Ouais, c'est pas génial quoi. Non, on va dire que j'arrive pas à trouver du sens. Ah ouais. J'arrive pas à trouver quelque chose où je me dis que je fais avancer quelque chose, où je donne du sens à mon travail. Là, à Cayenne, il n'y a pas ce sens-là. Et un jour, vous, avec votre mari, on dit on va se balader. On va se balader, on va aux îles. On prend le bateau et on va aux îles du Salut. Exactement. Sur cet archipel qui est au large de Kourou, il faut pas longtemps, il faut 1 heure de bateau, avec des gros catamarans. Et puis on arrive là avec les enfants, et parce que c'est le premier site touristique de Guyane. Et que quand on regarde les guides touristiques, on nous dit d'aller aux îles, que l'eau y est un peu plus claire que sur le continent, parce que se baigner sur les plages de Guyane, c'est pas la Corse, hein. On voit pas ses pieds. On met la main, on la voit plus. Donc, on va là-bas et on se rend compte que, en fait, c'est un lieu de baignade, de loisirs, mais c'est aussi un lieu d'histoire. Et moi, je vais découvrir que sur ces îles-là, il y a encore énormément de vestiges du bagne sur les 3 îles. Alors, il y a l'île. On va laisser. Ça, c'est l'île. Ça, c'est Diable. L'île du Diable, elle ne se visite pas. Interdit. Où il y avait Dreyfus. Exactement. Hein, il n'y avait que 2 prisonniers, d'ailleurs. Alors, à l'époque, il était tout seul, même. Tout seul. Après, ils en ont mis un autre. Après, il y en a eu d'autres, mais voilà, on la voit un tout petit peu, sa prison, sa première prison à Dreyfus, elle est là. Et c'est pour les prisonniers politiques, et en plus, c'est tellement dangereux que maintenant, c'est fermé. Donc les seuls qui se visitent, c'est l'île Royale et l'île Saint-Joseph. Vous vous dites, là, il y a quelque chose à faire. Oui. Là, mon métier a un sens. Exactement. Moi, je peux valoriser ça. Je veux être nommé ici, spécifiquement ici. C'est ça un petit peu, Aurélie? C'est exactement ça. Je commence déjà à faire la liste de tout ce que, en tant que conservatrice du patrimoine, je pense qu'on pourrait faire pour le public, pour ces bâtiments, et pour que les gens comprennent mieux où ils sont, pourquoi ces bâtiments étaient là, et pour les préserver, pour transmettre toujours cette mémoire-là. Et vous n'avez de cesse de demander, et vous l'obtenez finalement, ce poste. Vous créez votre poste. Oui, au culot, je crée ce poste-là parce qu'il faut voir plus grand sur la mise en valeur de ce patrimoine-là. Et ce patrimoine-là, on va le découvrir là, justement, quand vous êtes nommé. Voilà ce que ça donne. C'était entretenu, là, ils ont essayé un peu de nettoyer, là. Donc là, tu viens de m'amener dans le camp de la transportation de l'île Saint-Joseph. Voilà, Okay. le camp principal qui a été construit avant la réclusion. Hein. Ouais. On est sur les premiers systèmes d'enfermement qui sont pour les condamnés Aux travaux forcés. Ouais, ce qu'on appelle les transportés. D'accord. Là, c'est un peu une exclusivité que je t'amène là, hein, parce que c'est pas encore tout à fait ouvert au public. Ouais. On a travaillé avec la Légion pour qu'ils dégagent un petit peu. Le couloir qui est là. Ouais, le couloir qui est là. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans des lieux comme cette case, ou dans les 8 autres qui sont, on a les transportés qui viennent dormir de 5 h du soir à 6 h du matin, ou de 6 h à 6 h, ou de 5 h à 5 h, ça dépend des périodes, ça dépend. Mais enfin, qui passent ici la moitié de leur temps.
Ce qui veut dire qu'ils sont à 60 ou à 80, ça dépend des endroits, c'est variable, enfermés, totalement enfermés. C'est-à-dire que la porte est bouclée et que les surveillants n'interviennent pas du tout. Même s'il y a des cris à l'intérieur, sauf quelques rares cas, ils laissent et on n'ouvre que le lendemain matin. C'est des histoires fortes que vous découvrez. Oui. Des histoires d'hommes. Il y a 70 000 personnes qui sont passées là, qui ont été traitées de cette manière-là par la République, par l'Empire, par la France, quoi. Par la France. Par la France, effectivement. Entre 1853... 52, les 1852 premiers. Et jusqu'à quand? 1953, les derniers bagnards s'en vont de Guyane. L'espérance de vie est de 5 ans. Oui, en moyenne, c'est ça. En moyenne, c'est ça. Et on dit que sur les convois qui sont de 200-300 bagnards, on a, au bout de 6 mois, déjà presque 6 mois, 1 an, presque la moitié qui vont mourir, parce que c'est le début aussi, c'est l'acclimatation qui est le plus difficile. Si on est seul, si on n'arrive pas à s'intégrer à un groupe, généralement des groupes d'affinité géographique d'ailleurs. Ouais, on va y revenir. Voilà. Et dans ces histoires de vie, vous découvrez votre histoire de famille aussi. Exactement. C'est là où c'est important. C'est là. Ici, par exemple. Ici. Qu'est-ce qui se passe là? J'arpente ce cimetière-là en me disant, mais il aurait pu finir là. Là, c'est le cimetière des surveillants. Une de ces tombes-là, à un rien près, aurait pu être la tombe de mon arrière-grand-père. Et c'est incroyable cette histoire, parce que du coup, vous enquêtez un petit peu de plus en plus sur votre grand-père, sur votre arrière-grand-père. Oui. Et on a un petit peu peur, parce que le comportement des gardiens de bagne, on se dit qu'il y avait des méchants aussi. Et comment il était finalement, votre grand-père? Alors, il était, selon tous les rapports que j'ai pu voir, parce que j'ai ces notations de l'administration pénitentiaire, les mots exacts, c'est bon au niveau du service, mais sans énergie, sans application. Donc, ce qu'on peut traduire, en fait, que ce n'était pas un gardien qui allait forcément toujours être dans la punition et dans la contrainte vis-à-vis des bagnards. Quand il amène des corvées, on sait qu'il les surveille. Normalement, il fait son travail, mais sans aller plus loin. C'est un gentil, quoi. Voilà. Ouais. C'est un gentil. Et ça rassure. Et ça rassure, parce que c'est vrai que c'est humain. Hein. Chez les surveillants, le système a révélé le pire comme le meilleur. C'est humain. Et vous parliez tout à l'heure, justement, de ces groupes. On en apprend, hein, quand on regarde ça, c'est les graffitis qu'il y a effectivement sur toutes les cellules. Il y a la Corse, effectivement. Cette Corse-là. Il y avait beaucoup de bagnards corses aussi. Et effectivement, une des conditions de survie, c'était de s'associer vraiment entre groupes, ouais. Oui, c'était vraiment une condition de survie. On sait que les Corses restaient entre eux, et c'est ce qui faisait leur force. Ils étaient craints par les autres bagnards aussi, parce que justement, ils étaient soudés. Et on avait aussi, quand on regarde les témoignages, c'est pas dans les rapports officiels de l'administration, mais quand on lit les témoignages, on sait qu'entre les surveillants et les bagnards corses, il y a aussi une communication qui se fait en tout cas plus facilement, déjà par la langue, parce que ça permet de communiquer sans que les autres ne comprennent, et peut-être parfois une petite tolérance quand on est de la même vallée, quand on est parfois cousins de chaque côté du mur. Et cette Corse, ce qui est assez incroyable, elle est sur un rocher assez perdu, il faut savoir où elle est. Je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui si elle a été faite par un bagnard ou par un surveillant. Elle est là. Elle témoigne du passage d'un Corse qui aime son île. Mais de quel côté de la barrière, on ne sait pas. On ne sait pas, et on ne saura jamais. Et justement, tiens, les images de Corse. Il y a quelques images, hein, grâce à Philippe Collin. On voit effectivement, et là c'est Antonetti en Friagne, quand ils sont sur le bateau pour venir justement. Est-ce qu'on sait combien il y a de Corses qui sont passés au bagne? Alors là, le chiffre exact, on ne sait pas. Non. On ne sait pas, il faudrait reprendre. Il y a encore tout à faire, en fait. Il y a encore tout à faire. Et on va parler de votre métier, parce qu'il y a la découverte, et puis il y a aussi la mise en valeur. Et ça passe par là, justement.
Voilà. Voilà, depuis que vous êtes là, ça se transforme un petit peu, ça bouge. Il y a des panneaux informatifs, bien sûr, parce qu'il y a 50 000 personnes qui passent par an, hein, c'est ça, hein, quand même. 50 000 personnes, dont des croisiéristes, donc souvent américains, qui arrivent. Jusqu'à présent, il n'y avait rien pour les informer. Là, maintenant... Maintenant, on a des panneaux. Et puis, il y a mieux. Français anglais, hein, forcément. Il y a des animations aussi. Et voilà, on a mis en place des animations. Alors, on a travaillé beaucoup avec un théâtre qui est sur Kourou, parce qu'on a énormément de témoignages. Donc, et ces choses-là, quand on les lit sur place, elles prennent vie. Elles prennent une force qui saisit le public. Et c'est là qu'on peut vraiment attraper les gens, si je peux dire, et leur faire prendre conscience de où ils sont. Et ça sera la dernière image, justement. Ça sera celle-là. On revient à la famille. Oui. C'est une carte postale, hein? Oui. Ça, c'est la carte postale qu'avait envoyée votre arrière-grand-père à sa femme. À sa femme. Chère femme et enfant. Hein? À bord du bateau. Du bateau. Il est à bord du bateau qui l'amène pour la dernière fois en Guyane, puisqu'on est en 1933, avril 1933. Il rentre de ses derniers congés et l'année d'après, il se fait agresser. Donc c'est la dernière fois qu'il prend ce bateau-là. Ça a une valeur particulière. Et des cartes postales comme ça, il y en a un petit peu partout finalement en Corse. Oui. Et si je mets ça, c'est pour faire un appel à ceux qui nous regardent finalement. Oui. Si vous avez quelque chose... Des souvenirs. Des souvenirs, ça peut être très très important pour permettre de faire revivre un petit peu la mémoire, tout simplement, Aurélie. Tout simplement, et garder cette mémoire. Il faut vous envoyer ça où vous avez, je sais que vous, alors, je vous ai rencontré. Alors, on va dire comment je vous ai trouvé. Oui. C'est grâce à votre petite boucle d'oreille. Grâce à ça, là. Parce que vous portez la Corse, effectivement. Voilà, et on l'a vu tout à l'heure sur le documentaire, et c'est en voyant ce documentaire que je vous ai appelé, oui. que je vous ai écrit sur Facebook. Oui, sur Facebook, tout à fait, en me disant, mais pourquoi cette Corse? Pourquoi cette Corse, Madame Schneider? Et donc, si on a des choses comme ça, des documents, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut aller sur, le plus simple, c'est sur Facebook, hein, il y a le site de l'association pour laquelle je travaille, donc Agamis, association pour gérer l'architecture et le musée des îles du Salut. Et voilà, là, on me trouve et je réponds. J'ai déjà quelques personnes qui m'ont contactée et qui ont eu la gentillesse d'écrire un peu l'histoire de leur famille, surveillant ou bagnard. Et après, c'est vrai que de mon côté, si je peux prendre une photo d'une tombe, prendre une photo d'un acte de naissance, ce genre de choses qui peuvent aussi être importants pour garder la mémoire dans les familles, ça je le ferai. Merci. Merci d'avoir profité des vacances pour vous arrêter là, hein, parce que vous repartez bientôt en Guyane. Merci d'être venu. Je suis ravi de vous avoir rencontré et d'avoir appris tout ça, parce qu'on apprend vraiment énormément de choses. Allez, venez vous mettre à côté de moi, on va faire un petit selfie pour finir. C'est un véritable plaisir, Aurélie. Merci à vous. Un de ces jours, tout simplement, parce que vous revenez de toute façon régulièrement en Corse. Ah, j'essaye, oui. Hein? Toujours. Allez, au revoir.